Bonsoir Alexander Markogonov, vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau avec Ulysse Gosset et Guillaume Fard qui vont m'accompagner pour cet entretien. On va commencer bien sûr avec ces déclarations sur le conflit ukrainien. Nous n'excluons que les forces russes puissent frapper les instructeurs français. Déclaration aujourd'hui du porte-parole du Kremlin qui, dans la foulée, ont été d'une certaine manière précisées par le chef de la diplomatie russe. On va l'écouter. En ce qui concerne les formateurs français, j'ai des raisons de croire, et il existe de nombreux faits à ce sujet, qu'ils travaillent déjà en Ukraine. Quel que soit leur statut, militaire de l'armée française ou mercenaires, ils représentent une cible tout à fait légitime pour nos forces armées. Ils représentent une cible tout à fait légitime. Comment interpréter ces propos? C'est une nouvelle provocation? En France, vous avez un vieux principe que vous connaissez mieux que moi, la guerre comme la guerre. Donc si vous envoyez vos spécialistes, vos instructeurs, vos conseillers militaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le mot-clé ici, c'est militaire. Si vous envoyez vos militaires en Ukraine pour qu'ils forment les combattants ukrainiens comment mieux cibler et tuer les Russes, bien sûr, ils se rendront compte du fait que ces spécialistes militaires, ces instructeurs militaires constitueront naturellement une cible légitime pour les forces armées russes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça ne doit pas vous étonner, je vous répète, à la guerre comme à la guerre. Donc là, le but, le missile ou une balle tirée, il ne distingue pas entre les Français, les Polonais, les Ukrainiens, il ne distingue pas en fonction de la langue, de la race, de l'appartenance ethnique, de la nationalité. Ils sont lancés et ils vont droit au but là où ils sont tirés. Donc là, naturellement, si les militaires français se retrouveront à côté des combattants ukrainiens, ils ont de très grands risques d'être touchés par les tirs russes. C'est à partir de maintenant, c'est une nouvelle consigne qui a été donnée aux militaires russes engagés sur le front. C'est pas une nouvelle consigne. La partie russe a commencé déjà à évoquer ce genre d'avertissement depuis les premières déclarations de la partie française, depuis le mois de février, je crois, sur la perspective de l'envoi des troupes françaises ou en général occidentales en Ukraine. Donc là, en principe, c'est rien de nouveau, on le répète et on continue à avertir tout simplement pour éviter le pire. Donc c'est un avertissement? C'est un avertissement assez clair. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'immunité pour les Français qui seraient en Ukraine. Ce sont des instructeurs, ce ne sont pas des combattants. Est-ce que vous faites la différence entre ceux qui forment, les Ukrainiens, et ceux qui combattent? Nous en faisons une, et en particulier la coalition d'instructeurs qui est en ce moment mise au point avec la France et d'autres pays, comme la Lituanie, la Grande-Bretagne. C'est une coalition d'instructeurs. Pour vous, c'est la même chose que des combattants? Ces instructeurs vont instruire les Ukrainiens, nos adversaires aujourd'hui, les combattants ukrainiens, comment mieux cibler et tuer les Russes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour nous, ils ont le même statut en principe que les combattants ukrainiens. Vous pouvez les appeler, comme je l'ai déjà dit, les instructeurs, je ne sais pas, conseillers, spécialistes, mercenaires, peu importe leur statut. Pour nous, en tout cas, c'est des cibles. Parce que là, ils sont de côté de nos adversaires. Oui, mais ces déclarations sont inédites. Pourquoi sont-elles faites et formulées aujourd'hui et maintenant par le porte-parole du Kremlin? Qu'est-ce qui a changé là, en l'espace de quelques jours? Mais comme vous le voyez, d'après les déclarations que nous entendons de Paris, cette idée d'envoi des troupes occidentales en Ukraine se concrétise, se cristallise. Donc là, au fur et à mesure, nous aussi, nous avertissons justement pour éviter cet affrontement direct de nos troupes sur le front ukrainien. Il y en a déjà des Français sur le sol ukrainien, c'est un secret de polichinelle. Exactement, c'est un secret de polichinelle, ça ne fait qu'officialiser. Et donc jusqu'à présent, la distinction était faite? Non, mais là, maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ça devient de plus en plus officiel. Donc là, nous, de notre côté, nous officialisons de plus en plus nos avertissements que nous avons déjà évoqués en principe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pas qui a été franchi. Au cours de précédentes interviews, on vous demandait est-ce que la France est toujours un pays ami ou est-ce un pays ennemi? Est-ce qu'aujourd'hui, la France est un pays en guerre avec la Russie, qui entre en guerre potentiellement avec la Russie? Oui. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous voyez que... En principe, l'envoi des troupes françaises en Ukraine rapproche la France, mais vraiment rapproche grave à cette ligne à partir de laquelle commence la participation directe au conflit.
non seulement de facto, mais de jure aussi. Donc là, ça augmente vraiment les risques de co-belligérance française avec tous les dangers qui en découlent. Mais la France est un pays ennemi aujourd'hui ou pas? Est-ce que la France est un pays ennemi? Est-ce que vous êtes en guerre, la Russie contre la France? Vous savez, la Russie n'est pas en guerre contre la France. Le problème, c'est que la France est un participant assez actif et enthousiaste, je dirais, de la guerre hybride contre la Russie, déclenchée par l'Occident collectif. Nous le voyons sur tous les fronts, entre guillemets, que ce soit le front politico-diplomatique, économique, voire culturel, médiatique, bien sûr. Donc là... On va parler de la guerre hybride dans un instant, mais ce que vous dites, c'est qu'à partir de maintenant, si un soldat russe sur le front se retrouve face à un militaire français, qu'il distingue son uniforme français et quelle que soit sa mission, la mission qui lui est confiée, il a pour consigne, il a le droit de tirer sur ce militaire français. Bien sûr, ça dépend de la situation sur le terrain. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas sur le terrain, mais en principe, comme je vous l'ai déjà dit, puisque les troupes, que ce soit les troupes françaises, les militaires français ou d'autres militaires étrangers, peu importe leur statut, mais ils se trouvent du côté de nos adversaires. Ils aident nos adversaires à mieux nous cibler et à nous tuer. Mais comment qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les offre des cadeaux, qu'on les envoie des bonbons? Bien sûr, on va leur envoyer des tirs. Et cette consigne vaut aussi pour les instructeurs américains ou britanniques, s'il y en a? Je vous dis, peu importe leur nationalité, bien sûr. Et c'est ça qui est très dangereux parce que ça augmente énormément les risques d'affrontement direct entre les puissances nucléaires, dont la France, qui est en première ligne aujourd'hui du front anti-russe. Il y a une autre décision de la France, c'est d'autoriser que les armes françaises soient utilisées pour atteindre les cibles militaires russes qui frappent l'Ukraine. Par exemple, la ville de Kharkiv. C'est-à-dire que les Russes bombardent Kharkiv. Et les Ukrainiens, jusqu'à présent, n'avaient pas le droit d'utiliser les armes occidentales, françaises ou américaines, ou allemandes même. Et maintenant, ils le peuvent. Ça change quelque chose, ça change le paradigme de cette guerre. Ça veut dire que on se rapproche, comme vous dites, d'un conflit direct. Mais est-ce que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les Russes bombarder l'Ukraine sans réagir, sans donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, tout simplement? Ça change d'une manière très dangereuse le paradigme de la guerre parce que nous savons très bien comment s'effectue l'utilisation des missiles à longue portée fournis en Ukraine par l'Occident, y compris par la France. L'Ukrainien, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France ciblait directement avec leurs missiles. Vous dites que c'est un avertissement contre les Français ou les Occidentaux en général. Est-ce que ce n'est pas aussi un avertissement adressé à Vladimir Poutine de dire « arrêtez la guerre, arrêtez de bombarder l'Ukraine ». C'est ça l'avertissement. Si vous continuez, eh bien, nous serons obligés de prendre des moyens supplémentaires pour défendre l'Ukraine. Quand vous dites arrêtez de bombarder l'Ukraine, mais vraiment, je crois que vos spectateurs, ils imaginent vraiment quelque chose de horrible, les villes détruites, etc. On voit les images, excusez-moi, on voit les images. Vous pouvez aller aujourd'hui à Kiev ou dans les villes, villes ukrainiennes à l'ouest du pays. Donc là, Kharkiv. La vie continue, les gens fréquentent les restaurants, les gens font la fête. Mais Kharkiv est bombardé, vous le savez bien. Kharkiv n'est pas bombardé, tout d'abord. On a vu un supermarché la semaine dernière, le supermarché où étaient abrités les équipements militaires de l'armée ukrainienne, il fallait le dire, il n'y avait aucun visiteur de ce supermarché. Il y avait 200 personnes à l'intérieur des acheteurs. Il n'y avait personne. Il y avait des acheteurs. Vous avez vu des cadavres? Et il y avait des dizaines de blessés, vous le savez bien. Vous n'avez vu aucun cadavre. Mais ne me dites pas que vous ne bombardez pas Kharkiv quand même. Vous savez bien que vous bombardez Kharkiv. C'est une grande ville, il y a plein de civils qui sont toujours là, on ne peut pas bombarder la ville russophone. Et vous ne voulez pas prendre Kharkiv. Vous ne voulez pas prendre Kharkiv. Non. Là, c'est déjà, vous savez, c'est hors de ma compétence. Ça appartient à notre commandement militaire de décider comment faire après avec Kharkiv. Vous avez quand même des informations sur ce sujet. C'est une bonne question. Vous ne voulez pas récupérer Kharkiv? Aujourd'hui, nous sommes en train de créer justement cette zone de sécurité pour sécuriser notre région limitrophe qui est Belgorod des frappes ukrainiennes. Donc là, prendre Kharkiv, c'est pas forcément l'objectif principal. Je vous rappelle que la Russie a voulu prendre Kharkiv au début de la guerre et que ça n'a pas été possible. Aujourd'hui,
il y a une offensive russe. Qui Et là, vous ne la oui, niez pas. Oui, la question, mais qui vous a dit ça, que la Russie voulait prendre Kharkiv? Parce Personne. qu'on l'a vu, on l'a vu. Vous avez vu que la carte, et en fait, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on voulait juste... Oui, voilà. Messieurs, Personne puisque n'est au vous courant de parlez ce projet. du soutien logistique des Occidentaux à l'Ukraine, allons sur la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On parlera ensuite des ingérences, des soupçons d'ingérence russe dans la deuxième partie. Mais Zelensky va arriver jeudi à l'occasion sur le sol français des commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et on a appris ce soir que vendredi, il prononcerait un discours à l'Assemblée nationale et qu'il serait aussi reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. À l'occasion de cette venue du président ukrainien, le président de la République pourrait faire des annonces sur de nouvelles aides fournies à l'Ukraine. Vous parliez du soutien des Occidentaux à l'Ukraine. Quel est aujourd'hui, en termes justement de soutien militaire, de soutien logistique, quelle est la ligne rouge pour les Russes ? En principe, je ne peux pas commenter ce qui n'a pas encore eu lieu. Donc là, on attend d'abord les déclarations du président français, s'il y en a. Donc là, mais en principe, comme vous le voyez vous-même, depuis le début de l'opération militaire spéciale, depuis le mois de février 2022, les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre. Donc au début... Mais précisément,